Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, vidéo numéro 33, à savoir le mépris numéro 3, du mépris au respect. Dans cette vidéo, je ne vais pas dire exactement ce qu'est le respect ou parler du respect en particulier, mais plutôt essayer de vous parler d'un mouvement qui serait de partir du mépris et d'aller vers le respect. C'est-à-dire comment on change tout ce mépris qu'on a dans la société, qu'on a en nous-mêmes, qu'on a envers les autres, que les autres ont envers nous, etc. Et comment on transforme tout ça pour vivre dans quelque chose de plus harmonieux et qui est une société où les gens, a priori, se respectent les uns les autres. Dans ce genre de situation, il est très simple de se poser une petite question. Pourquoi est-ce qu'on méprise les autres? Pourquoi est-ce que notre penchant naturel n'est pas toujours le partage, le respect, l'amitié, la générosité, mais pourquoi est-ce qu'on a tendance plutôt à voir les autres comme des adversaires, comme des ennemis, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on méprise les autres? Pourquoi est-ce que nous méprisons les autres? Ou moi, je peux mépriser les autres, ou les autres me méprisent, etc. Eh bien, déjà, les réponses qu'on me donnera si je pose cette question-là, c'est tout le monde le fait. C'est vrai que tout le monde méprise tout le monde. C'est naturel, c'est normal, comme j'ai dit, il y a le mépris naturel. Quand on est maigre, on méprise les gros, et quand on est blanc, on méprise les noirs, etc., etc. Même si c'est pas bien, mais on le fait quand même. Si je le fais pas, un autre le fera. On a toujours l'excuse que de toute façon les autres nous méprisent, donc pourquoi on les mépriserait pas? Les autres sont pires que moi, ça c'est bien aussi. Les autres font pire, donc voilà, je suis quand même un mec bien. Personne ne peut dire ce qui est bien et mal. C'est vrai, on peut toujours revenir à dire, mais pourquoi le mépris, ça serait pas une bonne chose? Est-ce que c'est pas, si c'est naturel, est-ce que c'est pas quelque chose de bien en soi? Le bien et le mal n'existent pas, donc mépriser les autres, c'est comme les aimer. Il n'y a pas de, il y a pas de critères, si vous voulez. On s'en fout des autres, ça peut être aussi une solution. Je m'en fous des autres, donc si je vois qu'ils ont un fromage, je ferai tout pour leur prendre. Je m'en fous des autres, c'est une réponse qu'on peut dire. Pourquoi est-ce que vous méprisez les gens? Parce que j'en ai rien à foutre, c'est une réponse. Je suis meilleur que les autres, donc je fais ce que je veux. Je n'ai pas envie de bosser, la réponse cachée que tout le monde donne souvent pour le mépris. Pourquoi est-ce que vous méprisez les autres plutôt que de travailler, d'être généreux, de partager, etc. Bah, parce que moi j'ai pas envie de faire d'efforts, tout simplement. Les autres peuvent le faire pour moi. Ce qui, entre parenthèses, est un rêve de paysan, mais ça, je reviendrai ça plus tard, sur ça plus tard. Si les autres sont assez bêtes pour tomber dans les pièges qu'on leur tend, bah alors pourquoi? Tant pis pour eux, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Si les gens tombent dans des pièges, comme les animaux tombent dans des pièges, si on leur tend des pièges à les êtres humains, ils vont tomber dedans, bah, s'ils tombent dedans, c'est tant pis pour eux, hein. C'est eux ou moi, là c'est la survie du plus fort. Donc si j'ai pas un niveau de mépris suffisant par rapport aux autres, je vais me faire bouffer par les autres. Il ne faut pas me chercher, donc voilà, je me défends, voilà, on me méprise, donc je renvoie du mépris, c'est qu'une question, voilà, c'est pas ma faute. J'aimerais bien être gentil, mais malheureusement je dois être méchant, quelque sorte, c'est un peu ça l'idée. Et c'est lui qui a commencé, voilà, l'argument des jeunes enfants qui est pas si bête que ça, effectivement, souvent, je crois que Gainsbourg disait ça, lui au départ il était gentil, et c'est le monde qui l'a fait devenir méchant, c'est comme ça qu'il expliquait le fait que ça soit une espèce de chanteur un peu punk, un peu autodestructif. Et l'argument est valable, hein, que les enfants disent, c'est vrai que c'est pas souvent on commence pas à mépriser les autres, on est dans un état un peu disons où on ne sait pas trop bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser des autres, et puis souvent on se fait mépriser et on sent que si on reste dans un état où on ne sait pas, ben, on va continuer à se faire mépriser. Donc on met entre soi et le monde une espèce d'armure, un masque, tout ce que vous voulez. Et évidemment, bah, c'est les autres qui ont commencé, donc j'ai dû me défendre. Et dans cette défense, il y a de l'attaque aussi, donc, etc. Donc voilà, voilà, tout le monde méprise tout le monde, bah, c'est la faute à personne, si vous voulez. Ce qui pourrait nous faire dire que finalement, il faut revenir au premier homme qui a péché en méprisant l'autre. L'autre ayant été obligé de se défendre, il s'est mis à mépriser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faudrait remontrer au premier homme pour lui dire ne fais pas, ne méprise pas ton prochain, pour que finalement tout ne s'enclenche pas jusqu'à nos jours où tout le monde méprise tout le monde. Mais je pense que de toute façon, des arguments comme je ne fais que me défendre ou si je me défends pas, personne ne le fera pour moi, etc., sont valables, bien sûr, et sont valables au niveau d'une personne, mais sont valables au niveau d'une société aussi. Donc, donc si vous voulez, on méprise, c'est comme ça, on se pose même plus la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, ou voilà, ou toutes les stratégies débiles qu'on met en place pour prendre le fromage des autres, alors que tout simplement on pourrait aussi partager, on pourrait être un peu généreux, on n'est pas toujours obligé de se détester les uns les autres, on n'est pas obligé de dire les gens sont des cons, les gens sont des abrutis, parce que les gens c'est nous, donc on s'insulte nous-mêmes quand on fait ça, on n'est pas obligé d'ailleurs de trouver tous les défauts chez les autres, de pointer, de dire regarde lui machin il est comme ci, lui il est comme ça, et de critiquer les autres, on peut aussi dire bah lui il est bien, lui il est sympa, lui il est meilleur que moi, on peut aussi être humble, on n'est pas obligé d'être dans le mépris.
Mais on se pose toujours la question, mais pourquoi méprise-t-on les autres? Et on va essayer de voir quelques idées qui nous permettent de changer ce qu'on va appeler un état de nature où tout le monde, on est dans la jungle, où tout le monde déteste tout le monde méprise tout le monde veut piquer le fromage de tout le monde, à un état où on peut souffler, être tranquille, où les autres veillent sur nous et nous veillons sur les autres, etc. La réponse la plus simple que je peux vous donner, pourquoi méprise-t-on les autres, pourquoi faudrait-il pas le faire déjà? La réponse c'est que si on fait tous pareil, on peut plus vivre, quoi. On vit dans un état où on est seul contre tous. Mes enfants sont seuls contre moi, contre le reste du monde. Moi, je suis seul contre mes enfants, ma femme et le reste du monde, et ainsi de suite. Et on s'en sort jamais. On est toujours seul contre tous. La vie est dure. Et quand on est seul contre tous, quand n'importe qui peut nous piquer ce qu'on a, quand on est dans la jungle, quand on est obligé de tourner la tête à droite, la tête à gauche, parce qu'on ne sait jamais si une bête sauvage va nous sauter dessus, parce qu'on ne sait jamais si on va retrouver ses enfants, parce que voilà, on est toujours dans l'angoisse de ce qu'on a appelé l'état de nature, de la jungle si vous préférez. Eh bien, on vit comme des animaux dans la jungle. Et quand on est voilà, on a un petit peu, c'est vrai qu'on est des animaux, mais est-ce qu'on est fait pour vivre comme des animaux? On peut se poser la question longtemps, mais il se trouve qu'on est des êtres humains, donc on essaie de vivre comme des êtres humains. Et d'ailleurs, même des animaux arrivent à vivre en société, il n'y a pas de raison pourquoi les êtres humains n'y arriveraient pas. Les fourmis vivent en société, les abeilles vivent en société, on peut me dire qu'elles sont programmées génétiquement, etc., etc., mais alors je répondrai, effectivement, l'être humain aussi est programmé génétiquement pour vivre en société, pour aimer les autres, etc. Il est aussi programmé, ou il est aussi capable de les détester, de leur piquer leur fromage, de les mépriser, etc. Mais comme on n'a pas envie de vivre dans la jungle, et qu'on est des êtres humains, on a quand même envie de pouvoir rentrer le soir chez soi sans se faire égorger, en étant quasiment sûr qu'on va retrouver sa femme et ses enfants dans l'état où on les a laissés, de pas se faire piquer l'argent de son travail, etc., etc. Et comme on vit dans un état de ce qu'on appelle civilisé, c'est-à-dire le contraire de la jungle, c'est la civilisation, je parle pas des grandes mégalopoles où il y a du béton partout, mais civilisé dans le sens où je veille sur les autres, ils veillent sur moi, et tous ensemble nous nous protégeons les uns les autres, ce qui était vraiment l'idée de l'harmonie dans le monde grec où on avait la cité, et par exemple, quand une personne commettait l'hubris, c'est-à-dire commettait la démesure, eh bien on a arrêté cette personne, pas au nom de la moralité de se dire cet individu a fait une bêtise, mais dans l'idée que si on laisse cet individu dans l'hubris et dans la démesure, eh bien on va tous être affectés. Donc il est de notre devoir commun de tous nous empêcher les uns les autres de devenir fous ou de faire n'importe quoi. Il est tous dans notre devoir commun de justement pour ça mettre en place des règles de société, des règles de tout ce que vous voulez, pour qu'on puisse bien vivre. Et vivre dans un voilà, on nous pique, voilà, on est à peu près sûr que, je parle pas de la propriété privée, du grand capital, mais on est à peu près sûr qu'on va retrouver qu'on va retrouver ce qu'on a dans notre maison quand on rentre chez nous, qu'on est sûr qu'on va avoir à manger, qu'on n'est pas obligé de se défendre quand on est à table face à ses enfants, sa femme. Voilà, il y a des règles de civilité qui font qu'on vit quand même dans un monde où on est moins stressé. Voilà, et l'être humain étant moins stressé, il a le poil luisant, il est heureux, etc. Bref. Et donc, comme on veut tendre vers le bonheur, on essaye de pas être dans la jungle où on est tous stressés, on est tous à faire attention à notre fromage, mais dans un monde où on partage un fromage commun, dans le monde où on partage d'ailleurs plus que ça, dans le monde de la civilisation. Donc bien sûr, qui dit vivre en commun dit des règles. Donc j'en ai déjà plus ou moins parlé, mais c'est tout ce qui est éthique et morale. Alors l'éthique, c'est les règles qui vont fixer notre pensée. Donc on va dire ce qui est bien et mal dans la théorie, et puis après on va essayer de l'appliquer, ça s'appelle la morale, et la morale on va faire ce qui est bien et mal dans le concret, l'appliquer. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'éthique et la morale. Donc évidemment, tout simplement, pour vivre en société, il suffit de mettre déjà, la première chose, c'est de mettre des règles communes de vie en société. Ça on fait, ça on fait pas, etc. C'est le fameux, ce qu'on appelle la règle morale, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ceci ou cela, c'est ce qu'on dit à nos enfants. Hein. Il est dans notre intérêt que on ne laisse pas les criminels en liberté, il est dans notre intérêt que on ne permette pas tel ou tel genre de comportement. Il est dans notre intérêt collectif que, je sais pas, vous ramassiez les crottes de votre chien. Il est dans l'intérêt collectif que vous payez votre facture de gaz. Il est dans l'intérêt, etc., etc. Donc on peut, que ce soit l'idée du bien ou l'idée de l'utile, mais on va mettre en place une idée très simple, comme le bien, etc., qui effectivement n'a pas des... Voilà, après on va parler du bien en soi, puis après, bon bref, on verra ça beaucoup plus tard. Mais on va mettre l'idée du bien, et dans cette idée du bien va découler le fait qu'on va tous pouvoir vivre en société. Et évidemment,
on va mettre un certain nombre de règles de morale. Alors vous pensez au décalogue, hein, c'est les fameuses tables de la loi où il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, dans le but de vivre en civilité, tous ensemble, heureux, etc. Admettons que nous sommes dans une société où nous avons mis en place des règles d'éthique, des règles de morale, donc, si vous voulez, la plupart des gens ont ce qu'on va appeler plus tard une bonne conscience, et cette bonne conscience, c'est la petite voix interne qui vous dit fais ci, fais pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc, Maître Renard et Maître Corbeau, dans leur histoire, bah, il y a Maître Renard qui va flatter, mais il va pas le faire parce qu'il se dit ah, c'est pas bien, donc je ne flatte pas Maître Corbeau pour lui faire lâcher son fromage, tout simplement parce que c'est pas bien, il a une bonne conscience. Mais ça suffit pas à tout expliquer. D'ailleurs, on peut tout simplement dire mais j'en ai rien à foutre de ma bonne conscience, ou ne pas l'écouter, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais je m'en fous, parce que moi j'ai faim, ou parce que je dois toujours trouver une excuse pour quand même passer au-delà des règles de morale. Donc, si vous voulez, déjà, qu'il y ait dans une société des règles de morale, c'est déjà une base, mais c'est pas suffisant à tout expliquer. Il faut aussi qu'il y ait, par exemple, une compréhension de la morale. Simplement, je me repose la question, pourquoi maîtrise-t-on les autres? Eh bien tout simplement, on va parler maintenant des institutions politiques. Donc, la premièrement, c'est la morale. Deuxièmement, tout ce qui est institution, tout ce qui est mis en place pour faire respecter cette morale. Parce que évidemment, si on se dit, mais j'en ai rien à foutre, moi, de mettre Corbeau et je vais lui piquer son fromage, si évidemment, euh, si ça ne coûte rien de se dire ça, eh bien évidemment, on peut tous se dire, pourquoi je mépriserai pas les autres, ça ne coûte rien. Et même, peut-être, ça va me rapporter. Donc finalement, pourquoi méprisons les autres? On va revenir tout simplement à l'anodigès de chez Platon, qui est l'idée très simple que pourquoi est-ce qu'on commet des crimes? Parce qu'on est invisible aux yeux de la loi. C'est le fameux l'idée pas vu, pas pris. Voilà. Si j'ai assassiné machin pour lui piquer son portefeuille et personne m'a vu, personne ne sait que c'est moi qui l'a fait, eh ben, il n'y a pas de problème. Eh bien, justement, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas les yeux de la loi, d'ailleurs, vous remarquez que l'image de la justice, elle est aveugle, elle a un bandeau autour des yeux, enfin bon, on va pas rentrer dans les symboles, mais si la loi ne nous voit pas, ou s'il n'y a pas de loi qui réprime l'acte qu'on fait, même si on dit c'est pas bien, mais c'est écrit nulle part, ou c'est pas bien, mais enfin bon, il se trouve que quand même les êtres humains ont toujours jugé les autres, ont toujours donné la loi, mais c'est une autre idée. Mais disons que s'il n'y a pas une loi commune à tous, etc., eh bien, ou si on est invisible, ou personne ne voit commettre notre crime, on peut toujours se mettre à le faire. D'où l'idée qu'il faut justement une règle morale qui soit en plus de la loi. Maintenant, dans la société, il faut quand même une loi, il faut quand même des tribunaux, des juges, des gens qui appliquent cette loi, et il faut aussi des policiers qui font appliquer clairement les règles ou qui puissent arrêter les gens qui vont à l'encontre des règles. Donc il faut éviter que dans la société, premièrement, d'éviter dans la société qu'il y ait trop de corruption. Donc déjà, il faut une règle morale. Ensuite, il faut des institutions. Déjà, il faut qu'elles existent, donc qu'il y ait des juges, etc. Et puis, qu'il n'y ait pas trop de corruption dans la société, sinon un flic, ça se paye. Et puis, soudain, redevient invisible aux yeux de la loi. Ensuite, la dernière chose, c'est qu'il faut que les gens connaissent la loi. Ça, c'est un problème d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la loi, c'est-à-dire que vous n'avez pas été éduqué pour connaître la loi, vous n'êtes pas allé à l'école et on vous a dit la loi réprime ça, la loi réprime ça. Eh bien, si vous ne connaissez pas la loi, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas l'erreur parfois sans le faire exprès, sans le vouloir même, si vous n'êtes pas au courant de la loi, vous pouvez toujours l'outrepasser et faire des bêtises. Bon, ça nous arrive à tous de ne pas traverser au niveau des clous. Est-ce que la loi réprime ça? Je ne sais pas, faudrait regarder. Mais bon, les Français, il faut savoir qu'on est très au niveau de la loi, on dit c'est la règle, et puis nous, au niveau de la règle, on a tendance à aller un peu comme on veut. Mais bon. Donc, pour qu'il y ait une justice, pour que la corruption ne soit pas, il n'y ait pas trop de corruption, et pour que il y ait de l'éducation, tout ça, il faut, en plus d'une règle morale, dire qui dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il faut aussi des institutions politiques. Des institutions politiques qui vont organiser la société de façon à ce que la morale ou les idées morales qu'on a avancées puissent être sauvées par la coercition politique, c'est-à-dire par la matraque du flic en gros. Donc, l'organisation politique est là pour qu'il y ait une loi, qu'on puisse l'appliquer, pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait des institutions, pour qu'il y ait des hommes politiques qui dirigent tout ça, etc. Alors après, justement, l'histoire de l'humanité discute beaucoup de savoir si oui, mais tout ça c'est bien, mais est-ce que dans la théorie, ça c'est la théorie, est-ce que dans la pratique ça marche ou pas? Bah justement, ça c'est toujours le problème des théories, c'est que dans l'histoire, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ou plus ou moins, bon, faut voir.
Mais disons que si vous avez une morale et déjà une organisation politique qui est là pour faire gérer cette morale, elle est là aussi pour faire gérer plein d'autres choses, mais au moins qui est là pour l'appliquer, pour qu'ils mettent des lois, les lois sont respectées, que les policiers vous arrêtent si vous faites une bêtise, etc. Et ben déjà si vous avez mis tout ça en place, déjà ça empêche beaucoup Maître Renard de piquer le fromage de Maître Corbeau. Mais ça suffit pas, il faut encore autre chose. Donc là, on est dans un monde où Maître Renard est retenu dans sa flatterie par sa bonne conscience, la loi l'empêche de voler le fromage des autres, les policiers sont incorruptibles, il connaît la loi et il risque la prison. Donc, Maître Renard, a priori, face à tout ça, ne va pas piquer le fromage de Monsieur Maître Corbeau. Mais on peut encore dire, mais pourquoi devrais-je respecter la loi? C'est vrai, après tout, pourquoi devrions-nous respecter la loi? On pourrait faire intervenir une notion comme la justice sociale, par exemple. Le pauvre et le riche sont égaux devant la loi quand ils volent du pain parce ils ont rien d'autre à manger. Et c'est vrai que finalement, la loi, voilà, on peut faire intervenir des notions qui nous feront dire que ah, mais la loi, bon. Alors, je ne vais pas tout de suite vous expliquer tout Emmanuel Kant, mais il y a l'idée très simple que finalement, chez Emmanuel Kant, il faut absolument respecter la loi pour des tas de raisons. Et euh, si vous voulez, il va vous expliquer pourquoi il faut respecter la loi par une compréhension précise et globale du monde et de ses mécanismes. Et sinon, Aristote aussi le ferait en disant il y a la science de ce que je suis, la science des êtres, l'ontologie, et des règles qui régissent tous les êtres, et comme je suis un être, ça me régit moi aussi. Et toute cette idée-là, ou ce matériau conceptuel-là, on va appeler ça la métaphysique. Et à partir de la métaphysique, on va essayer d'expliquer des règles du fonctionnement de l'univers, ou de mettre en jeu, ou d'expliquer des règles de fonctionnement de l'univers, qui, c'est vrai, quand elles sont appliquées au terrain de la morale, après on va voir qu'elles sont parfaitement logiques, qu'elles mettent en place une morale qui est logique et qui est intelligible. Alors pourquoi je dois respecter la loi? Je ne veux pas encore faire tout le cours sur Emmanuel Kant aujourd'hui, mais c'est vrai que si on suit Emmanuel Kant, il faut respecter la loi, parce que si vous voulez, c'est la loi étant le point de vue le plus universel de tous. Donc peu importe votre point de vue à vous, respecter la loi, c'est beaucoup plus sûr que vous vous mettiez à respecter votre propre point de vue, la loi étant plus universelle que le vôtre. Bon. Mais pour des tas de raisons. Donc, en plus de, si vous voulez, la règle morale, la loi, il faudrait en plus rajouter, si vous voulez, des règles de fonctionnement du monde. Alors évidemment, quand on vole du pain parce qu'on a faim, on n'est pas en train de lire la métaphysique d'Aristote, c'est sûr, donc c'est pas tout à fait juste ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, si vous voulez, en plus, pourquoi maîtrise-t-on les autres? Quand on se pose ce genre de questions, on peut se dire, mais c'est parce que j'ai un truc, il y a quelque chose que je comprends pas dans les fonctionnements de l'univers, pourquoi est-ce que je ne devrais pas le faire? Si vous êtes né pauvre, pourquoi est-ce que vous ne devriez pas, par exemple, mépriser les autres? Tout simplement parce que si on vous permet de le faire, ça veut dire que dans la classe sociale défavorisée dans laquelle vous êtes, on vous permet un certain nombre de choses qui permettent de vous autodétruire. Donc si j'ai une conscience de classe ou une conscience, si vous voulez, politique et que je suis né pauvre, et ben si je vois qu'on autorise le mépris autour de moi, c'est qu'on cherche à détruire la classe sociale autour de moi. Si vous posez la question à Malcolm X, il vous dira exactement ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi est-ce qu'on laisse les Noirs se droguer aux États-Unis dans les années 50? Pourquoi on les laisse se faire tabasser par les flics? Pourquoi est-ce qu'on les humilie? Et pourquoi est-ce qu'on les méprise autant? Pourquoi on laisse ce mépris? Mais pas des blancs vers les noirs, mais les noirs entre eux. Pourquoi on laisse les noirs se mépriser entre eux? Bah, tout simplement parce que s'ils ne se méprisaient pas entre eux, ils auraient conscience de former une classe politique unie, qui sont les Afro-Américains. Et s'ils avaient conscience de ça, eh bien ils se mettraient à faire de la politique, un peu comme à la Malcolm X, et ils deviendraient politiquement dangereux et cohérents. Donc si on laisse, par exemple, dans les cités en France aujourd'hui, les jeunes s'entretuer entre eux et se mépriser entre eux, c'est pas un hasard, c'est que de la politique. Si on laisse d'ailleurs, je sais pas, les gens, les responsables politiques de l'Union européenne se mépriser entre eux à l'heure actuelle, c'est pas parce que l'être humain est comme ça, mais c'est bien parce que on a intérêt à ce que l'Union européenne ne se forme pas, parce que si elle se formait comme une entité cohérente, et les Européens arrivaient à s'aimer entre eux, on va arrêter de se mépriser entre eux en disant l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le machin, mais disait nous les Européens unis, nous voulons, nous désirons, voilà le monde que nous proposons, eh bien nous serions politiquement beaucoup plus sérieux face aux États-Unis et face à la Chine. Donc quand vous voyez du mépris,
C'est pour ça que je vais partir de la métaphysique pour dire ça, mais quand vous voyez les fonctionnements du monde, vous dites le mépris n'est pas forcément quelque chose de sain et de normal. Si on se met tous à se mépriser les uns les autres, on tombe dans l'idée on va s'autodétruire si vous voulez. Donc, si je veux faire en sorte que mes ennemis s'autodétruisent entre eux, il faut que je puisse, dans une société autre, ou chez d'autres individus, ou dans une famille, ou peu importe, faire entrer l'idée de mépris. Et plus ce mépris sera fort, plus les gens vont se mettre à cogiter et à trouver des stratégies dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant pour s'entretuer. Et donc, si vous voulez, on peut commencer déjà à... On ne peut pas résoudre le problème du monde, mais par contre, on peut commencer par soi. On peut commencer par éviter de mépriser les autres, parce qu'on sait que politiquement, ça ne donnera jamais rien. Et si on se met tous à le faire, eh bien, on va tous s'autodétruire au profit de ceux qui ont envie, justement, qu'on s'autodétruise. Donc revenons à Maître Renard. Il est retenu dans sa flatterie par sa bonne conscience. La loi l'empêche de voler le fromage des autres. Les policiers sont incorruptibles. Il connaît la loi, il risque la prison. De plus, il craint Dieu. Alors, peu importe la métaphysique que vous voulez, mais je vous en propose plusieurs. Hein. Il craint Dieu, il craint le chaos, pardon. Il craint de se tromper dans ses jugements. Il craint de diminuer l'intensité de la vie de Monsieur Corbeau. Il craint d'être un être faible et limité, c'est-à-dire sans aucune puissance. Donc il craint d'être tout ça, le pauvre. Donc comme il sait que de mépriser les autres, c'est avant tout de se mépriser soi-même, ou de mépriser les autres, c'est de montrer les limites de sa force, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir raison envers les autres. Comme on ne peut pas le faire, ben, on est obligé de ruser. Voilà, et ça montre notre limite, notre faiblesse. Alors que si on travaille un peu plus, si on était un peu plus sérieux, peut-être qu'on y arriverait quand même. Donc la métaphysique, c'est pour ça que j'essaye de faire toute l'histoire de la métaphysique tout en parlant de petits sujets annexes comme celui-ci. Eh bien, la métaphysique, quand vous la comprenez bien, vous permet de vous réaliser que le respect de la loi, le respect des autres, c'est important pas seulement même si tous les autres autour de vous vous méprisent, il faut quand même que vous soyez un principe. Le mot principe, très précisément, on va le revoir dans la séance suivante pour la métaphysique d'Aristote. Mais il faut bien qu'un jour quelqu'un commence à mépriser. Il faut bien quand même quelqu'un qu'un jour méprise. Il faut bien que quelqu'un quand même un jour commence à respecter les autres. Sinon, on s'en sortira jamais. Et si tous les autres vous méprisent autour de vous, c'est pas grave. Respectez-les, respectez-vous vous-même. Au moins, vous mourrez dans le respect, vous mourrez pas dans le mépris. C'est déjà mieux que rien. Et puis, de toute façon, si vous voulez, il faut être plus fort, ou plus intelligent, ou plus sérieux. Enfin bon, il faut être plus puissant. Le mot puissance, on le verra très exactement avec aussi la séance suivante, avec la métaphysique d'Aristote. Il faut être plus puissant que les autres pour arriver à faire ce qui est plus dur, c'est-à-dire les respecter plutôt que les mépriser. Et déjà, ça met en vous une certaine force, on la verra. Et cette force, on la verra aussi chez Nietzsche, c'est ce qu'on va appeler l'individualisme ou l'individu, c'est-à-dire le fait que par rapport à tous les autres, vous avez un truc en plus que les autres ne font pas, si c'est de respecter les autres, que ça soit je sais pas, d'être le meilleur nageur du monde, etc., etc. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est l'idée que, enfin, pourquoi est-ce que finalement j'aurais le goût de la loi, même si je comprends le monde, pourquoi est-ce que je ferais quand même, pourquoi est-ce que j'arrêterais de mépriser les autres finalement. Eh bien, euh, la dernière chose qu'il faut aimer pour finalement arrêter de mépriser les autres, c'est la beauté. C'est-à-dire que j'ai le choix entre piquer le fromage de Maître Corbeau ou pas le faire. Alors je peux décider de le faire. Mais je peux dire finalement, c'est plus beau si je ne le fais pas. Parce que j'aime la beauté. Alors certains diront exactement l'inverse, c'est encore plus beau si vous y arrivez malgré toutes les embûches que vous avez. Bon. Mais si vous voulez, le goût des belles choses, ça peut être l'idée simplement de préférer ce qui est beau, harmonieux, durable, élégant, à ce qui est laid, chaotique, éphémère, barbare ou grossier. Donc aimer la beauté. Alors évidemment, là, certains me diront la beauté ça n'existe pas, vous n'avez pas tout à fait tort. Certains me diront chacun a son critère de jugement pour dire ce qui est beau, et c'est pas tout à fait faux non plus. Maintenant, ou alors, ouais. Donc, le goût des belles choses. Alors moi je trouve qu'un Van Gogh c'est très joli, mais déjà au niveau des critères de la beauté, on est déjà dans un autre univers par rapport à ce qu'on faisait avant, comme dans un Renoir, etc. Là on est encore passé à un niveau où si on était critique on dirait c'est plus crade chez Van Gogh, mais pourtant ça prend quand même une autre dimension qui fait que au niveau de la matière, au niveau des couleurs, eh bien Van Gogh est sublime. Maintenant de dire qu'un Van Gogh est plus sublime qu'un Renoir, enfin bon bref. Mais si vous voulez
il faut quand même aimer ce qui est durable. Souvent, ce qui dit ce qui est beau ou pas, ou la beauté ou l'art d'ailleurs, souvent on cherche des critères, on a du mal à en trouver parce que finalement chacun vote. Moi j'ai des critères, vous avez des critères, on a tous des critères. Alors par exemple, Gilles Deleuze disait bah voilà, ce qui est beau, enfin ce qui est de l'art, ce qui est définissable ou ce qu'on peut appeler de l'art, c'est ce qui résiste à la mort et à la mort de son auteur. C'est-à-dire que, par exemple, prenez Léo Ferré, moi j'aime bien Léo Ferré par exemple, eh bien, il est mort, eh bien, je sais pas quand il est mort, mais il continue à vivre à travers son art, et on peut dire que c'est de l'art parce que ça continue à nous parler, on continue à adorer ça. Bien sûr, on peut critiquer cette façon de dire qu'est-ce que de l'art par rapport à l'idée que, évidemment, cet art-là, celui qui résiste à la mort, s'oppose à tout ce qu'on a appelé le divertissement, qui effectivement, un artiste, aujourd'hui, ça dure 3 4 ans, et puis on change, on passe à un autre, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et évidemment, un Mozart, c'est éternel. Voilà, c'est de l'art parce que ça ne mourra jamais, si vous voulez. Rimbaud, ça ne mourra jamais. Balzac, ça ne mourra jamais, c'est de l'art, quoi. C'est intemporel, ça ne s'arrête pas. Eh bien, on peut me dire, on peut aussi trouver que, par exemple au Japon, des choses belles sont éphémères. Vous voyez, donc toute la complexité de savoir qu'est-ce qui est beau. Alors, comme on ne sait pas trop, on essaie de donner des critères. Maintenant, on est encore un peu dans le monde grec, donc on peut dire que dans le monde grec, évidemment, la beauté se confond avec l'harmonie, qui elle-même se confond avec l'harmonie divine, qui se confond avec Dieu. Donc, si Dieu est parfait, bah, la perfection est harmonieuse, et l'harmonie se retrouve dans la nature, et la nature est belle, etc. Donc, évidemment, faut quand même avoir un goût pour la beauté, pour les belles choses, plutôt que pour les petites choses minables. Alors évidemment, l'art peut être éphémère, donc c'est effectivement un sujet très complexe, et si je commence à trop en parler, bah, je vais forcément me planter, puisque vous avez un point de vue différent, et puis des gens qui sont vraiment dans l'histoire de l'art vous diront encore autre chose, etc., etc., etc. Donc tout simplement, faut que vous trouviez au moins quelque chose qui vous retienne dans votre mépris, que ça soit la bonne conscience, la loi morale, que ça soit la loi tout simplement, la police, la justice, ce genre de choses, que ça soit la compréhension du monde, au plus profond du monde, qui vous donne envie de ne pas mépriser les autres, parce que vous comprenez que c'est normal le mépris, mais que vaut mieux pas le faire, vaut mieux ne pas mépriser les autres, parce que, bon, pour des tas de raisons, ou encore parce que la beauté vous retient, parce que vous préférez un monde où vous préférez l'harmonie à la disharmonie, ou vous préférez l'harmonie à l'hubris, et bien à ce moment-là, il faut aimer la beauté. Et la beauté, ce qui essaye de la science de la beauté, c'est ce qu'on appelle l'esthétique. Alors, Maître Renard, là, dans cette idée-là, c'est-à-dire que Maître Renard est retenu dans sa flatterie par sa bonne conscience, la loi l'empêche de voler le fromage des autres, les policiers sont incorruptibles, il connaît la loi, il risque la prison, de plus il craint Dieu, il craint le chaos, il craint de se tromper dans ses jugements, de diminuer l'intensité de la vie de Monsieur Corbeau, d'être un être faible et limité, c'est-à-dire sans puissance, et en plus, enfin, il aime l'harmonie et cultive l'art de vivre. Donc il aime bien que les gens s'entendent bien entre eux. Et ben si effectivement, Maître Renard fait tout ça, il va avoir du mal après à flatter Monsieur Corbeau et à lui piquer son fromage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait tout? Je me suis posé toutes ces questions. J'ai essayé de dégager 4 idées. Il y en a plusieurs. Je suis sûr qu'il y en a encore d'autres raisons pour lesquelles on ne devrait pas mépriser les autres. Mais j'ai essayé de dégager 4 idées simples. Il faut une règle morale, une bonne organisation politique, il faut une compréhension du monde qui s'appelle la métaphysique, et il faut une compréhension de ce qui est beau, ce qui est laid, c'est-à-dire de l'esthétique. Et c'est-à-dire, quand on fait tout ça, on essaye de chercher ce qu'on appelle le bien, le beau, le vrai, l'harmonieux, etc. On essaye de chercher, bref, le bien, le beau, le vrai. Je rajoute en plus l'harmonieux, parce que l'harmonie vaut mieux que le chaos finalement. Et puis, la science, si on peut dire que ça comme ça, ou qui va s'occuper, se charger de réfléchir à tout ça, le bien, le beau, le vrai, l'harmonieux, c'est évidemment la philosophie. Donc, si vous voulez, si vous voulez, je reviens à mes idées de base, si vous voulez passer du mépris au respect, eh bien, si vous voulez passer du mépris au respect, eh bien, il va falloir développer votre connaissance du monde, et il va falloir, et il y a justement une science qui est là pour ça s'appelle la philosophie. Parce que réfléchissez bien, si vous êtes vous-même une personne qui aime le bien,
la morale, même si vous ne croyez pas que le bien en soi existe, mais vous aimez le bien, vous aimez le beau, vous aimez le vrai, et vous aimez l'harmonie, quelqu'un qui aime toutes ces choses-là, et qui connaît toutes ces choses-là, même si on peut trouver la beauté dans la disharmonie, c'est possible, c'est ce qu'on a appelé le baroque, bref, même si on peut trouver la vérité en doutant, c'est-à-dire en disant qu'il n'y a pas de vérité, mais bon bref, peu importe comment on va chercher tout ça, et peu importe comment on va y arriver, mais vous tendez vers ça, vous voulez savoir, vous voulez connaître, vous voulez maîtriser. Eh bien, quand vous êtes capable de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, de vous juger vous-même en disant j'ai mal agi par exemple, quand vous êtes capable de savoir ce qui est beau, ce qui est laid, peu importe, vous pouvez avoir plusieurs notions vous avez le droit de la dialectique. Quand on parle de beauté, bien sûr, on va parler de dialectique, la vérité n'existant pas, on s'y approche justement en discutant avec les autres. Vous aimez la vérité, et vous aimez l'harmonie, que ce soit l'harmonie de l'âme et du corps, l'harmonie de la société, toutes ces choses-là, bah, quelqu'un qui a ça en lui et qui vit ça au quotidien et qui fait vivre ça aux autres, etc., bah, cette personne-là, je vous assure, là vous devez me croire sur parole malheureusement, c'est comme ça, mais quelqu'un qui est comme ça attire vers lui le respect. Et donc comment passe-t-on du mépris au respect? Eh bien tout simplement en faisant de la philosophie. La dernière fois je vous ai dit que je vous parlerais d'un concept d'Emmanuel Kant qui s'appelle subsumer. Subsumer, c'est très simple à comprendre, ça veut dire chercher des principes supérieurs. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Quand je dis par exemple une pomme rouge, eh bien, quelle est l'idée qui va résumer toutes les pommes, rouges, vertes, peu importe leur couleur d'ailleurs, mais c'est l'idée simplement de pomme. Et quelle est l'idée qui va résumer toutes les idées de pommes, de poires, de peu importe, etc. On va appeler ça un fruit. Les fruits, ça résume toutes les pommes, les poires, tous les fruits, ça résume aussi toutes les pommes rouges, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va subsumer le fruit? C'est tout ce qui est végétal, mettons. Que ce soit des fruits, des légumes, peu importe. Tout ça, ça sera des végétaux. On va appeler ça des végétaux. Et qu'est-ce qui va subsumer tous les végétaux, etc. Ben, on va arriver jusqu'au moment où on arrive comme ça à un espèce de principe qui va résumer tout. Alors, moi, je reprends ce que je viens de dire. Par exemple, une pomme rouge, puis c'est subsumé par une pomme, subsumé par un fruit, subsumé par végétal, subsumé par être vivant, subsumé par, etc., etc. C'est comme un homme blanc, noir, jaune, violet, peu importe la couleur de l'homme. Il est subsumé par un concept supérieur, un principe supérieur de lequel toutes les idées d'homme peuvent partir. Eh bien, c'est l'idée d'homme, simplement. Donc, c'est un homme blanc, noir, violet, et peu importe sa couleur, eh bien, subsumé par l'idée d'homme. L'homme est subsumé par l'idée, par exemple, je sais pas moi, de mammifère, qui est subsumé par l'idée d'animal, qui est subsumé pardon, par l'idée d'être vivant, qui est subsumé, etc. Et à chaque fois que je subsume, j'arrive, parce que Aristote appellera la cause motrice, le principe des principes, ce qui est le plus élevé dans la philosophie, et en fonction des auteurs et des époques, on va arriver à un principe supérieur différent. Par exemple, pour, je sais pas, les Grecs anciens, pour toute la pour tout le christianisme, évidemment, le principe supérieur qui va résumer tout le reste, dans pomme rouge, il y a pomme, puis dans pomme, il y a, etc. C'est plutôt l'inverse. Dans pomme, il y a pomme rouge, etc. Mais si je remonte à l'origine de tout ça, eh bien, il y a quoi? Il y a Dieu. Les êtres vivants, qu'est-ce qui subsume? C'est, etc. Euh, Dieu, et qu'est-ce qui étudie Dieu? C'est la métaphysique. Par exemple, chez Kant, tout ce qui subsume absolument tout, c'est le temps et l'espace. Et il va appeler ça, pour parler de tout ça, il va pas parler exactement de métaphysique, même s'il va displayer sa métaphysique, va devenir la métaphysique scientifique. Il va appeler ça l'esthétique transcendantale. Chez Épicure, quel est le summum de tout ça? C'est bien sûr les sensations corporelles. Avec qu'est-ce qui étudie les sensations corporelles? Eh bien, il va avoir toute une théorie de l'atome, toute une théorie du simulacre pour expliquer le monde. Et quand j'explique ce qu'il y a de plus fondamental dans le monde, je peux expliquer tout le reste, etc. Je peux expliquer l'homme blanc, mais quand j'ai expliqué le commencement de l'univers, je peux faire après dans le détail en parlant des fourmis, puis de tel type de fourmis, etc. Mais quand je commence, il faut bien que je subsume absolument, et quand je remonte absolument, eh bien je vais trouver voilà, Dieu, le temps, l'espace, la sensation corporelle. L'expérience chez certains, par exemple David Hume va nous dire que bah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a, y a que de l'expérience, il n'y a que des substrats, plus exactement. Je vous expliquerai, je ferai une petite introduction de la métaphysique pour dire qu'est-ce qu'un substrat, qu'est-ce qu'une essence, etc. Et ça, on va appeler ça l'empirisme, bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne connaît que par l'expérience. Certains vont dire on ne connaît que... Bon, chacun va avoir sa théorie, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'absolument
principe premier chez Nietzsche, ça sera le surhomme, par exemple, c'est-à-dire la faculté que l'homme a de créer quelque chose. Et ce principe doit être le point de départ de toute réflexion philosophique. Donc si je dois subsumer la philosophie, de façon classique, parce qu'il y en a qui le font autrement, mais je dirais que ce qu'il y a de plus fondamental dans la philosophie, c'est la manière dont on se représente et dont on explique la création du monde, que ce soit Dieu, le temps, l'espace, le Big Bang, peu importe comment on va expliquer la création du monde à l'origine, mais à partir de ce qu'il y a de plus fondamental dans le monde, eh bien on va expliquer tout le reste et comment on devrait se comporter, etc., etc. C'est pour ça que quand je subsume l'idée de philosophie, j'en ai une autre qui me revient, qui vient tout de suite après. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, je sais pas, mais en tout cas il y a toujours l'idée de métaphysique qui vient expliquer la philosophie, qui vient, etc., etc. Alors certains vont dire que la métaphysique fait partie de la philosophie, certains vont dire qu'elle est au-dessus, elle est avant, elle est après, etc. Peu importe, moi je le fais comme ça parce que il me semble que ça explique beaucoup mieux pourquoi on parle de métaphysique toute la journée quand on fait de la philosophie. Qu'est-ce que vous en avez à foutre finalement? Rien du tout, sauf que malheureusement si je dois vous expliquer comment gagner de l'argent, il faut bien qu'à un moment donné je vous explique qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce que c'est le rapport de l'homme à l'argent, qu'est-ce que c'est le désir, et je remonte jusqu'au moment où je vais parler de Dieu. Et il vaut mieux le faire dans le bon ordre, il vaut mieux commencer par Dieu et réexpliquer tout le truc. Maintenant, vous avez le droit de ne pas croire en Dieu, tant mieux, je vais vous expliquer les substrats et les boules de billard chez David Hume, si je ne me trompe pas, et puis ensuite, je vais remonter jusqu'à comment faire de l'argent, qu'est-ce que l'intérêt collectif, etc. Donc ce point de départ est très important. Moi je pense que justement dans la métaphysique d'Aristote, il va parler de philosophie première, de ce qu'il y a de plus fondamental dans la philosophie. Avant de commencer à expliquer le monde, il faudrait commencer à expliquer le pourquoi du monde. Et quand on explique le pourquoi du monde, on dégage des forces, des concepts et des généralités, si vous voulez, qui sont à l'œuvre dans le monde. Et quand j'ai dégagé ça, je peux expliquer la beauté, je peux expliquer tout le reste en fait. Donc je peux vous expliquer la philosophie finalement. Et donc c'est pour ça que quand je subsume, moi je vais à la métaphysique. Certains me diront que je suis dans l'erreur, peu importe. Voilà pourquoi exactement. Dans la séance d'après, on va lire, commenter, enfin je vais lire, évidemment je suis tout seul, lire, commenter et parler de la métaphysique d'Aristote, c'est-à-dire le livre d'Aristote qui s'appelle La métaphysique. Donc voilà, je vais finir ma vidéo et la résumer. Comment est-ce qu'on passe du mépris au respect? Eh bien, c'est en connaissant le monde, en ayant un goût pour la justice, pour l'ordre, pour la beauté, etc. Ou, à l'inverse, un goût pour l'injustice, le désordre, etc. Mais au moins, si vous avez un goût pour la laideur, qui soit conceptualisé, qui ne soit pas donné par quelqu'un d'autre, mais que ça soit le vôtre, on peut aimer une perle parce qu'elle est elle est parfaitement sphérique. On peut aussi aimer une perle qui a un défaut, ce qu'on appelait les barruecos, ce qui a donné le mot baroque. On peut aimer les perles qui ont un défaut, qui ont une bosse, parce qu'elles ne sont pas parfaites, parce qu'elles ne sont pas harmonieuses, si vous voulez. Et donc on peut trouver aussi la beauté dans la disharmonie, mais au moins sachez d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on peut trouver la beauté dans la disharmonie. Tout simplement, on peut penser à Héraclite, le monde est complexe, et donc on peut trouver la beauté partout. Il suffit d'ailleurs sans pouvoir l'expliquer. On peut trouver un orage magnifique, pourtant un orage n'est pas forcément, ou une tempête, ou un ouragan, on peut trouver ça magnifique, mais c'est pas forcément très beau, puisque ça détruit des vies, etc. Bon, ouais, après chacun fait ce qu'il veut, mais au moins quand vous essayez toutes ces choses-là, quelqu'un qui aime tout ce qui est disharmonieux, tout ce qui est laid, au moins s'il peut expliquer pourquoi, ou s'il a un goût prononcé pour ces choses-là, sera moins ridicule que quelqu'un qui le fait parce qu'il n'a aucune culture. Enfin, je veux pas jouer l'épée à la morale en disant ceci c'est bien, ça c'est pas bien. Vous ferez votre idée, je vous expliquerai, je vous donnerai si vous voulez comment dirais-je, les outils conceptuels pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée de ce que c'est le bien ou ce que c'est pas le bien. Quand on verra Nietzsche ou Jean-Marie Guyot qui vont vous dire que le bien en soi n'existe pas et que même si on essaye d'atteindre le bien en soi, finalement on essaye d'atteindre le bien pour le bien et pas parce que on veut faire une bonne action. Donc c'est pas par générosité qu'on fait le bien, mais c'est parce qu'on cherche le bien. C'est comme si je vous disais on travaille à l'école pour être le meilleur élève de la classe et pas qu'on travaille à l'école pour être pour soi, pour se construire. Parce que travailler à l'école pour être le meilleur élève de la classe n'est pas forcément une bonne raison. Par contre, travailler pour se construire et pour avoir un avenir, pour donner un avenir à soi, à ses enfants, et voire peut-être sa nation, c'est quand même beaucoup plus beau. Bon, vous en jugerez comme vous voulez de tout ça. En tout cas, moi, la promesse que je fais dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, quand vous connaissez le monde,
quand vous avez une forte connaissance du monde, quand vous êtes capable de beaucoup de rhétorique, de dialectique, avec vous-même hein, aussi, hein, quand vous êtes capable d'arrêter de mépriser les autres parce que finalement ça sert à rien, parce que c'est une preuve de faiblesse, parce que pour des tas de raisons, vous pouvez arrêter de mépriser les autres, vous pouvez aussi faire autre chose, qui est vous construire. Et la science qui réfléchit à ça depuis l'éternité, ça s'appelle la philosophie. Ça existe. On a une philosophie occidentale il y a des moments sublimes, il y a des grands penseurs, il y a des grands sages, il y a des gens qui ont appliqué leur doctrine, il y en a qui ne l'ont pas fait. Il y a des gens qui ont raconté beaucoup de bêtises. Enfin, c'est complexe la philosophie. Mais si vous voulez, je vais essayer de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez tout comprendre. Et que, évidemment, quand on comprend tout, le monde étant plus agréable à vivre, puisque tout est plus simple, tout est plus léger, tout est tellement mieux. Et puis, fait partie de cette vérité, évidemment, l'idée que il faut arrêter de mépriser les autres. Évidemment, la première personne qu'on arrête de mépriser dans la vie, c'est soi. On arrête de se mépriser et on se met au travail souvent, où on se met à, non pas à se chérir et à se choyer, mais on se met à vous remplirez les phrases. Comment fait-on pour devenir quelqu'un de respectable? Moi, ce que je vous dis, c'est la maîtrise de la philosophie. Et une chose que forcément c'est pas toujours fait, mais je l'indique au passage, quand je vous parle de maîtriser ce qui est de l'ordre de l'harmonie, je ne confonds pas l'harmonie avec le beau. Parce qu'un orage peut être beau, mais pas forcément. Ou une tempête peut être belle, mais pas forcément harmonieuse. Mais dans l'harmonie, je mets deux choses qu'on met pas toujours, et pourtant qu'il faudrait absolument replacer toujours dans la philosophie. La philosophie, c'est non seulement la connaissance de tout ce qui est beau, c'est-à-dire l'esthétique, de tout ce qui est vrai, c'est-à-dire la métaphysique, de tout ce qui est bien, c'est-à-dire la morale, mais aussi c'est de la maîtrise de soi. Et en dernier point, c'est quand même la maîtrise de son corps. La maîtrise de soi, c'est deux choses, son âme, ce qui nous anime, et son corps, c'est-à-dire ce de quoi on est fait quand même. Donc faire du sport est philosophique, c'est sûr. Euh, et se construire intellectuellement est aussi philosophique. Et surtout le faire quand personne vous dit le faire, c'est encore mieux, parce que surtout ça vient de vous, et chacun a sa façon de se construire. Maintenant pour revenir avec le bien, le beau, le vrai, on va parler du vrai maintenant, on va parler de la métaphysique d'Aristote. Voilà, elle est là, Aristote, la métaphysique. Avec ça, on va parler du principe de non-contradiction. On va parler du fait qu'il faut respecter une définition. On va parler des contraires. On va parler de ce qui est en acte, de ce qui est en puissance. On va parler d'antéléchie. On va parler de l'un, du multiple, si j'arrive à glisser ça sans trop vous ennuyer. Et on va parler tout ça. On va parler des nombres. Et puis, on va surtout un peu approfondir l'idée de métaphysique pour que vous puissiez mieux comprendre le monde et ainsi être plus heureux, espérons-le. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Donc voilà, hein, sur le mépris, deux choses. Hein, le mépris est quelque chose de vaste. Euh, Ne pas mépriser les autres, parce que soit les autres n'ont pas le choix d'être ce qu'ils sont, soit ils peuvent nous apprendre quelque chose. La deuxième vidéo, c'était pour vous dire voilà toutes les stratégies qu'on met en place dans l'ordre d'idée que tout ça est fondamentalement euh, mis en place par l'idée du mépris, où c'est du mépris que nous vient le fait qu'on met autant de stratégies pour essayer de piquer le fromage des autres. Et j'ai essayé de vous le démontrer dans la vidéo numéro 2 que c'est vrai qu'on met tout un tas de choses en place parce qu'on méprise les autres, alors qu'on pourrait aussi les aimer. Et dans cette troisième vidéo, j'essaie de vous dire que voilà, si vous voulez sortir du mépris, et de tout ce qui fait que l'être humain est minable, eh bien, mettez-vous à la philosophie, mettez-vous à vous construire, et j'essaye de partir de la base pour qu'on puisse tous ensemble se construire, vous puissiez vous construire, et pour moi, la base, c'est la métaphysique. C'est vrai que souvent, les bouquins de métaphysique sont chiants, longs et ennuyeux, mais je vais essayer de rendre ça rigolo, si j'y arrive. C'est pas facile. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour Aristote et la métaphysique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite une excellente journée.